Et tu peux retrouver RPG Storymaker, RPG Battlemaker ou encore mon livre sur ma boutique en ligne, le lien dans la description. Bonne vidéo à toi. Alors s'il y a bien une phrase que je retrouve à peu près partout sur le web rollist, que ce soit sur les commentaires sous mes vidéos, sur le Discord communautaire ou encore sur les réseaux sociaux, c'est bien celle-ci. Un jour je finirai ce projet de JDR que j'ai depuis X années, mais bon, le souci c'est que je n'arrive toujours pas à avancer et du coup c'est au point mort en ce moment. Et franchement, ça me fait de la peine, hein, je dois l'avouer, parce que vous avez sans doute très envie de le finir ce projet, et je pense que ça serait d'ailleurs très bien que vous ayez jusqu'au bout. Autant pour vous que pour les personnes qui pourraient être intéressées par votre création. Et aujourd'hui, on va essayer de voir un petit peu ce qui vous retient dans cette tâche, ou du moins les écueils sur lesquels vous butez. Rassurez-vous au passage, on se les mange tous un jour ou l'autre dans la poire. Alors attention, petit disclaimer, cette vidéo n'a pas prétention à être une sorte d'énième concentré miracle de motivation ou de méthode ultra révolutionnaire de la mort qui tue pour booster sa productivité. Non, je préfère laisser ça au même titre que les douches froides du matin aux youtubeurs de développement personnel experts en la matière. Au contraire, voyez plus cette dernière comme une sorte de petit carnet de route dans lequel je vais essayer, de par ma propre expérience, de vous indiquer quelques raccourcis à emprunter, mais aussi divers détours inutiles à éviter. Sans plus attendre donc, c'est parti pour voir les bien terribles raisons qui font que tous ces magnifiques projets prennent la poussière dans un coin de votre caboche, ou bien dans une armoire, le tout bien à l'abri, hélas, du regard de tout à chacun. Alors on commence cette série d'écueils mélangés de conseils avec le fait que vous n'avez pas défini dès le départ un style clair, net et précis pour votre projet de jeu de rôle. Ce qui fait que malheureusement à la longue, vous partez littéralement dans tous les sens. Alors ce que j'appelle un style, c'est ce qui va donner vraiment du cachet à votre projet, quel qu'il soit. En gros, ce qui va lui permettre de se différencier de manière vivace du reste de ce qui a déjà été créé. Bon, on va prendre un exemple pour illustrer. Admettons que vous faites un JDR type médiéval fantastique, on ne pourrait plus classique, avec des nains, des elfes, des dragons et tout type qui va avec. Pour cela, vos sources d'inspiration vont être bien sûr Tolkien, Game of Thrones et divers romans d'heroic fantasy, il y en a en pagaille d'ailleurs. Et le souci avec ces sources, c'est qu'elles sont vachement diffuses, si je puis dire. Genre un petit peu vague, voire même carrément très vague. Un peu trop généraliste en somme, on va pas se le cacher. En plus d'avoir été pas mal saigné à blanc depuis plusieurs dizaines d'années par que ce soit des jeux de rôle, ou bien des séries, ou encore des bouquins. Ce qui intensifie encore plus les sources d'inspiration possibles, mais quand même vachement bien taries déjà. Ce qui fait qu'en termes de créativité, par attrition, vous allez littéralement partir dans tous les sens, et ce de manière absolument non constructive. Ce qui finira d'ailleurs par vous démotiver à la longue, mais on reviendra sur ce point un tout petit peu plus tard dans la vidéo. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un style bien marqué, bien défini, permet vraiment de faire ressortir un projet au milieu d'une foule d'autres projets. Regardez la peinture par exemple, si je vous montre plusieurs tableaux illustrant un paysage, clairement là dans cet exemple à l'écran, vous pouvez bien voir qu'il y en a un dont le style attire l'œil naturellement, et ceux qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce dernier. L'auteur au passage du tableau en question étant le célèbre peintre Van Gogh, vous l'aurez reconnu. Bon, je vais prendre un exemple le plus proche du jeu de rôle aperçu récemment. Il y a un JDR que j'ai vu passer avec des pubs ou je sais plus qui s'appelle Eat the Reich. Et le pitch, c'est que vous jouez une bande de commandos vampires pendant la Seconde Guerre mondiale pour boire le sang d'un petit bonhomme moustachu très énervé de l'époque. Eh bien le truc, c'est que qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est un style qui, faut l'avouer, sort du lot. Et qui donne envie de s'y intéresser ne serait-ce que quelques instants, piqué au vif dans notre curiosité. Sans parler bien évidemment de la direction artistique qui affiche aussi ses propres partis pris. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Bon, vous me connaissez à connaître, ne voyez pas là un placement de produit. Je vous montre ça pour vous convaincre que le style c'est vraiment quelque chose d'important, autant pour les spectateurs que pour les auteurs. Et j'ai autre chose à faire que de promouvoir les projets des autres. J'ai déjà mes projets. Parce que oui, créer quelque chose dans un style bien clair et bien tranché dès le départ, ça sera toujours plus facile à modeler pour être unique plutôt que d'essayer de sortir du lot avec quelque chose de générique et de déjà vu qui va vous demander beaucoup plus d'énergie pour essayer de lui donner un tant soit peu d'unicité. Et de surcroît, je pense très sincèrement que définir un style propre à vous-même et à ce que vous aimez sera toujours plus payant au final, car cela se révélera plus naturel pour vous et qui plus est, le processus de création n'aura plus la saveur d'une corvée en fin de compte. En d'autres termes, voyez le style comme quelque chose qui vous facilitera le travail et en plus de ça, sera l'effet qui se coule de donner envie aux gens de peut-être s'intéresser à votre projet. Un autre écueil qui je pense est le pire ennemi de beaucoup de porteurs de projets ici-bas, c'est de s'imposer une trop lourde tâche par rapport à ses capacités
et à ses ressources disponibles. En gros, vous voulez juste inutilement trop en faire, que cela soit par perfectionnisme ou bien en suivant l'idée biaisée qu'un projet de JDR digne de ce nom doit faire plusieurs milliers de pages, sinon c'est un projet de seconde zone. Et du coup, qui dit projet trop vaste dit forcément démotivation à un moment donné, parce que vous allez vous retrouver forcément noyé dans tout ce qu'il y a à faire. De surcroît, tout seul. Oui, parce que ça, faut quand même insister bien dessus, vous êtes tout seul. Rappelez-vous, les JDR avec plusieurs milliers de pages et tout le tralala, comme je vous l'ai dit, il y a des équipes entières qui bossent dessus. C'est pas magique, hein, c'est juste réaliste. De ce fait, il va falloir fixer une limite à partir de laquelle vous basculez de la création utile qui fait avancer votre projet à de la création superflue qui vous pompe votre temps et votre énergie pour un rendu pas si ouf que ça. Pour vous faire comprendre un petit peu plus cette idée, je vais m'appuyer encore une fois sur la fameuse loi de Pareto. Alors j'en avais déjà parlé dans ma vidéo sur le burn-out du MJ, du coup je vous remets à l'écran mon explication de cette fameuse loi pour que vous compreniez un petit peu de quoi qu'on parle. Alors cette théorie avance le fait que 80% des effets se retrouvent à être le produit de seulement 20% des causes. Bon, dit comme ça peut sembler très obscur, donc je vais vous donner quelques exemples à la volée pour illustrer. En marketing, par exemple, on utilise la loi de Pareto pour identifier quels sont les 20% des produits de la gamme qui représentent 80% du chiffre d'affaires, histoire de concentrer les efforts de communication uniquement sur les produits qui en valent la peine. En logistique, on l'utilise pour déterminer les 20% de produits qui représentent 80% des coûts de stockage, afin de diminuer les coûts fixes de l'entreprise en révisant leur offre finale. Et enfin, un exemple qui va un peu plus nous intéresser dans le cadre de cette vidéo, en développement de projet, on cherche à déceler les 20% d'efforts des équipes en termes de charge de travail qui fourniront 80% du résultat final. Ce qui veut dire que si on décortique un petit peu comme ça le dernier exemple et qu'on l'applique à l'écriture de scénario de jeu de rôle ou à la préparation d'une séance, ça veut dire que 20% de l'effort de préparation fourni par le MJ fera 80% du travail en termes d'immersion, d'histoire, d'intrigue, bref, de grain à moudre pour les joueurs en gros. Et qu'à partir d'un moment, lors de la préparation de cette même séance, le MJ va passer une sorte de point de bascule où il va devoir fournir 80% d'énergie pour combler les 20% restants en espérant atteindre un 100% de rendu in fine. Sauf que le souci, dans ce cas-là, c'est pas du tout rentable en fait, puisque vous avez déjà le gros du taf qui est fait avec les fameux 80% et que vous allez vous épuiser comme ça à fignoler tous les petits détails qui ne marqueront peut-être même pas vos joueurs. Alors même si dans cet extrait je parle de la création d'une séance de jeu de rôle, sachez que la loi de Pareto s'applique tout autant, même si ce n'est encore plus, à la création d'univers ou à n'importe quel autre projet créatif de jeu de rôle. Parce que oui, je vous vois, vous voulez faire un monde gigantesque avec 10 continents, 50 pays, de l'histoire à tire-larigot, du lore en veux-tu en voilà, sans même vous poser la question ne serait-ce qu'à un seul moment de savoir si cette abondance de détails aura son importance cruciale pour le plaisir et l'immersion des joueurs qui joueront à ce projet. Et spoiler alert, attention, la plupart du temps, non, absolument pas. Voilà, ça c'est dit. Oui, parce que franchement, regardez-vous et vos potes, combien de livres de votre bibliothèque rôlistique avez-vous vraiment lu? Et quand je dis ça, c'est genre si je vous fais une interro surprise dessus, là maintenant, tout de suite, vous avez minimum 18 sur 20. C'est pas la majorité, on est d'accord. Autant au niveau des livres que des personnes qui seraient capables d'avoir 18 sur 20 sur l'ensemble de leur bibliothèque. Alors je sais très bien que cette frontière du 80-20, 20-80 n'est pas forcément facile à appréhender dans le cas d'un projet créatif. Mais gardez juste à l'esprit que plus vous faites un univers étendu, plus le risque de basculer dans le superflu devient de plus en plus grand. De même, si vous en êtes à votre premier jet en matière de création, peut-être revoyez un poil vos ambitions à la baisse en rétrécissant le cadre dans lequel se passe le JDR ou le projet en question, voilà. Du genre, plutôt que 10 continents, dites qu'il n'y en a qu'un seul, plutôt que 50 pays, faites-en 1, 2, voire 3 grands max. Et plutôt que d'écrire des pages et des pages de lore que personne ne lira, ou du moins 1% de la player base, ce qui est pas non plus très important, concentrez-vous plutôt par exemple sur ce qui fera la spécificité de tel ou tel endroit ou ville de votre JDR qui donnera envie au MJ autant qu'aux joueurs de vivre des aventures dans ces dernières. Car très franchement, c'est là une idée biaisée de penser qu'un univers gigantesque se doit d'être à la norme en termes de création. Bon, certes, c'est pas un jeu de rôle, mais regardez par exemple la série Arcane. Je veux dire, toute l'intrigue et l'histoire se déroulent dans une ville scindée en deux sans qu'on ait besoin d'en apprendre plus sur la géopolitique extérieure. Et je suis sûr qu'il y aurait largement de quoi faire en termes d'univers limité, uniquement à une ville, un peu comme dans une sorte de huis clos. En gros, n'allez pas partir dans des projets dantesques en étant tout seul. Vous comprenez bien que vous n'êtes qu'un être humain avant tout, et que vous avez forcément vos limites naturelles qui rentrent en compte
compte et que vous devez respecter. Et ça, faut pas en avoir honte, hein. C'est normal de faire avec les ressources qu'on a à sa disposition, que ça soit le temps, les inspirations, les connaissances, et j'en passe des vertes et des meilleures. On continue avec un autre écueil qui fait des ravages dans la plupart des managements de projets, c'est le fait que vous n'avez pas de structure. Autant au niveau de l'organisation de votre travail que de la création de l'univers de votre univers, ou du moins le côté créatif. Et pas structure, j'entends par là, un plan. Tout simplement. Pour tout vous dire, la première chose que j'ai faite quand j'ai écrit mon bouquin, ça a été de rédiger la table des matières. Ça m'a permis dès le départ de classer mes premières idées de manière cohérente, autant pour moi que pour les futurs lecteurs, histoire que je ne parte pas d'entrée de jeu dans tous les sens et que je me retrouve à la fin avec une montagne d'éléments divers et variés, malheureusement à trier en sachant pas trop vraiment où aller. Alors bien évidemment, le plan peut être amené à évoluer au cours du temps avec des rajouts, des concaténations, des parties supprimées, etc., etc., etc. Mais le truc, c'est d'avoir une sorte de guide pour savoir à quoi s'en tenir sur le long terme tout du long du projet. Et un effet qui se coule plutôt sympa au fait d'avoir une structure, et ce dès le départ, c'est que ça vous aide à avoir un sentiment de progression motivant. Parce que oui, si vous partez dans tous les sens, vous ne pouvez pas trop avoir une idée précise à l'instant T d'où vous en êtes dans votre projet en termes d'avancement. Tandis que si vous avez un plan segmenté, vous pouvez vous dire que vous en êtes genre à X% d'avancement dans votre projet. Ce qui est déjà quand même vachement plus motivant et surtout beaucoup plus concret que de se retrouver perdu dans les méandres de son propre projet et de pas savoir où on est en un tel ou tel moment. Et pour structurer ce dernier, bien sûr, vous aurez besoin des outils appropriés. Et sachez qu'il en existe tout plein, parfois gratuits et parfois payants, bien sûr. Scrivener, Guilded, Kanka, Legend Keeper et j'en passe. Bon, j'ai déjà parlé de Guilded dans une précédente vidéo et j'essaierai aussi de parler d'autres logiciels du style prochainement. Si ça vous intéresse, dites-moi en plus en commentaire de cette vidéo. Je garde toutefois un petit crush sur Legend Keeper qui propose de travailler son world building via une map interactive que l'on construit petit à petit. Comme je l'ai dit, on verra si on en parle un jour. Alors je sais que certains pourront se montrer récalcitrants à l'idée d'apprivoiser de nouveaux outils, que ce soit par peur ou bien par appréhension. Toutefois, dites-vous bien que dans la vie, même si on peut faire beaucoup de choses avec, je sais pas, un marteau, s'équiper d'un tournevis quand c'est nécessaire serait toujours beaucoup plus pratique en fin de compte. Et oui, parce que dévisser une vis avec un marteau, ok, c'est peut-être possible, mais le rendu, c'est pas très beau à voir. Vous allez défoncer la planche en faisant ça. Ce que je veux dire par là, c'est n'allez pas bouder certains outils tout simplement parce que vous n'avez pas l'habitude de les manipuler. Car il est important de garder à l'esprit que pour chaque tâche différenciée, il y a des outils qui sont plus ou moins adaptés. Et que de ce fait, vous perdrez moins de temps et donc moins d'énergie en vous équipant dès le départ avec le bon outil, plutôt que de vous évertuer à tout faire avec votre fameux marteau. En plus, il faut avouer que ces outils sont quand même assez ergonomiques et pas trop durs non plus à prendre en main, faut pas exagérer. Ce qui fait qu'in fine, cela se révélera être un petit plaisir de voir votre projet prendre forme petit à petit de manière structurée et claire pour vous, plutôt que de devoir naviguer constamment entre des montagnes de dossiers, de page Word ou d'autres fichiers en pagaille répartis un peu partout sur votre ordinateur. Et enfin, je vais finir par un écueil qui se trouve être la plupart du temps caché derrière bon nombre d'excuses en tout genre, car malheureusement, on n'ose jamais se l'avouer, et encore moins l'avouer aux autres. Et cet écueil majeur, c'est la peur de l'échec. Alors je pourrais vous rassurer avec des phrases toutes faites, ultra motivantes, qu'on retrouve la plupart du temps sur les JPEG de soleil couchant, sur les réseaux sociaux, du genre Facebook ou Twitter. Mais bon, comme je vous l'ai dit, je suis pas un youtubeur de développement personnel, donc on va éviter ça. En fait, je vais plutôt vous parler un petit peu de mon expérience, sans forcément raconter ma vie. Comme vous avez peut-être pu le voir dans mes vidéos des 5000 abonnés, où je raconte un peu mon parcours, des échecs, j'en ai mangé quelques-uns dans la poire. Pas plus que la moyenne des gens, je pense, ou du moins pas moins. Enfin bref, je dis pas ça pour tirer la couverture du misérabilisme à moi, j'ai d'autres chats à fouetter. Tout ça pour dire que cette peur de l'échec, même quand on réussit ce qu'on entreprend, comme par exemple mes projets RPG Storymaker et Battlemaker, elle est tout le temps là. Et elle restera tout le temps là, en fait. Ah oui, même aujourd'hui, elle est encore là, quand je sors un nouveau format de vidéo, quand je lance un nouveau projet, que j'aborde tel ou tel sujet sur ma chaîne, elle est toujours là, et elle ne partira jamais. C'est comme ça. Alors du coup, autant l'apprivoiser en fait, et vivre avec. Puisque c'est vertu à chasser ce qui ne peut pas vraiment s'en aller, à un moment donné, il faut bien se rendre compte que ça ne sert strictement à rien. Donc oui, la peur de l'échec, elle sera toujours là, et oui, malheureusement, des échecs, il y en aura. Mais le point positif avec les échecs, c'est qu'on apprend plein de trucs, et même bien plus qu'avec un ou des succès, je dois l'avouer. Parce que tout simplement, quand quelque chose marche,
bah, ça peut être certes grâce à des paramètres bien réglés dès le départ, mais il y a toujours une part de chance non négligeable qu'on n'expliquera pas, et voire même jamais. Tandis que pour l'échec, bah, certes, il y a une part de malchance, mais aussi une foule de paramètres qu'il va falloir apprendre à recalibrer pour comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné. Comme disait Edison, je n'ai pas échoué, mais j'ai juste trouvé 10 000 solutions qui ne fonctionnent pas. Oups, désolé, j'ai fait une citation JPEG Facebook, pardon, j'avais promis de pas en faire. Et croyez-moi que sur le sujet de mener à bien un projet, qu'il soit de JDR ou de toute autre envergure, bah il y a un paquet de trucs à savoir et à apprendre, croyez-moi. Ce qui est motivant, en somme, hein, on va pas se le gâcher. Parce que je sais pas pour vous, mais moi personnellement, bah, j'adore apprendre des trucs. Bon, au final, je conclurai cette vidéo par cette phrase: arrêtez de vouloir chasser votre peur de l'échec et arrangez-vous plutôt pour en apprendre plus que ceux qui ont réussi.